Au bord de la route, en pleine taïga, cette pancarte est écrite en russe et en yiddish, ma langue maternelle. Ces vieilles dames chantent en yiddish des chansons de mon enfance. Ces enfants apprennent le yiddish. Quand je suis né, 11 millions d'individus parlaient cette langue. Aujourd'hui, presque plus personne ne la parle. Ici, en Sibérie, à 30 km de la frontière chinoise, sur le fleuve Amour, comme si d'une Atlantide engloutie à la suite d'un cataclysme, avait survécu un îlot de mon passé. J'ai toujours rêvé de le montrer, ce monde-là, au monde, et de dire à mes contemporains, regardez, regardez bien ces gens, écoutez-les. On les a souvent montrés, ces gens-là, mais morts. Je préfère me les remémorer vivants. Quand la révolution bolchevique éclate, les Juifs sont près de 5 millions dans l'empire des Tsars. 5 millions, parqués dans des zones de résidence, interdits au sein de l'administration et dans les écoles. Ils s'organisent pourtant. Ils créent leurs propres écoles et leurs syndicats. Mais ils restent les pauvres des pauvres, les exploités des exploités. On comprend dès lors que quand les commissaires bolcheviques les appelèrent camarades en yiddish, ils se sentirent enfin reconnus et rejoignirent en masse la révolution. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient présents dans toutes les instances de la Nouvelle Russie, en politique, dans les médias, dans la littérature et le cinéma, dans le théâtre et enfin les arts plastiques. Au début des années 1930, Staline commence à trouver ses amis juifs trop voyants, trop remuants. La solution vint du président du Soviet suprême, le vieux Mikhaïl Kalinin. Pourquoi ne pas donner aux Juifs une république, une région autonome, comme à tous les peuples de l'Union soviétique? Cela leur rendrait leurs droits et permettrait au pouvoir, sans être taxé d'antisémitisme, de les évincer des postes à responsabilité des autres républiques.
La région autonome juive a été créée au Birobidjan à l'initiative des communautés juives. L'Union soviétique se développait, les idées formulées par Lénine étaient mises en œuvre par Staline, une nation unie était en train de prendre corps. Il y avait dans cette nation soviétique de la place pour toutes les nationalités, mais pas pour toutes les religions. C'est pourquoi les Juifs, qui voulaient développer leur culture, ont cherché à obtenir une certaine autonomie. Ce sont les groupes juifs qui sont à l'origine de cette initiative. Les Juifs soviétiques qui voulaient sauvegarder leur langue, à l'époque c'était le yiddish et c'est devenu la langue officielle du Birobidjan, et sauvegarder leur littérature, la faire publier en yiddish. Les Juifs s'en réjouirent. Ils espéraient le Caucase, ils reçurent un morceau de la Sibérie, une région située à la frontière avec la Chine, sur le fleuve Amour, Birobidjan. Des milliers de familles juives sont envoyées au Birobidjan. Staline prévoyait 100 000 personnes. Beaucoup partent volontairement. Pensez donc, un État juif est socialiste de surcroît. Rappelons-nous que nous sommes 15 ans avant la proclamation de l'État d'Israël. Je me souviens que les gens parlaient de Birobidjan comme d'une ville fondée par Staline. C'est Staline qui a créé ce Birobidjan. Qu'est-ce que vous faites là? Même les Juifs disaient ça. Ensuite, ils ont compris que les gens étaient partis pour Birobidjan de leur plein gré, parce qu'à l'époque, les conditions avaient été créées pour qu'ils puissent venir ici. Il y avait un soutien. Tandis qu'en Ukraine, en Biélorussie, il y avait la famine. C'était très dur. Pourquoi mes aïeux sont venus ici? Parce que des conditions avaient été créées pour les faire venir. Il y avait du travail. Mais la vie était très difficile ici. Pour s'opposer à l'hébreu, prôné par les sionistes et que les communistes considèrent alors comme la langue de la synagogue, Staline déclare le yiddish, la langue des prolétariats juifs, langue officielle du Birobidjan. Peu importe les raisons de cette décision, la réalité est là. On construit un théâtre yiddish, une bibliothèque. Les devantures des bâtiments publics revêtent des lettres russes et yiddish. La rue principale de la ville porte le nom du grand écrivain yiddish Sholem Aleichem. Et dans les écoles, les enfants juifs ou non apprennent ma langue maternelle. La guerre et les persécutions des Juifs en Europe et dans la partie russe occupée par les nazis poussent des milliers de Juifs vers le Birobidjan, cet Israël des Sibéries, comme certains le nomment alors. La vie culturelle se développe, l'agriculture aussi. Le Kolkhoz Waldheim, la maison de la forêt, devient l'un des plus exemplaires de l'Union soviétique. En regardant de près, on y retrouve les Juifs de mon enfance. Même visage, même allure, même geste. Là-bas, dans la taïga sibérienne, ils ont reconstruit leur village. J'espère les retrouver bientôt
et la seule vue de ces images me bouleverse. Au début, bien sûr, c'était très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de terre. Il n'y en avait pratiquement pas. Il a fallu conquérir chaque hectare. Et moins on sème, moins on récolte. Mais petit à petit, le kolkhoz est devenu millionnaire. Il rapportait plus d'1 million. À l'époque, personne ne pouvait rêver à la renaissance d'Israël. Et cette idée judaïque a été très largement diffusée. Un très grand nombre de juifs sont venus de l'étranger, des juifs polonais, français, argentins, mais c'était essentiellement des gens qui avaient une formation communiste. Il y avait énormément de communistes, de membres du Komsomol. Mon père, pour l'état civil, se prénommait Moïse. Pour ses camarades qui partageaient le même combat pour obtenir une réforme sociale, il se prénommait Max. Et de telle sorte que Moïse et Max s'unirent, de telle sorte qu'il prit la tête d'une colonne de pèlerins partis pour la terre promise. Il s'agissait de plus de 300 familles, 1000 personnes environ, venues de toute l'Europe et aussi de l'Amérique, aussi bien du Nord que du Sud, et qui s'attendaient, voulaient, souhaitaient trouver là-bas la terre rêvée et promise depuis si longtemps, c'est-à-dire Birobidjan, la République socialiste autonome juive. Ce fut un voyage très joyeux, très gai, plein de chansons, de chaleur, d'espoir, et qui mit près de 3 semaines pour aller de Paris à Birobidjan. Et comme le racontait déjà l'histoire, il y a longtemps, la terre promise ne fut pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, ils ne trouvèrent rien de ce qui avait été promis dans les brochures qui leur avaient été distribuées. Il n'y avait pas de quai le long de la voie ferrée, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de maison. Il y avait juste des amoncellements de planches et de poutres. Et il fallait rapidement que ces pionniers construisent leur demeure pour affronter l'hiver, alors qu'ils n'avaient aucune expérience pour cela. Et donc mon père, qui était menuisier de profession, s'est donc employé pendant toute cette période pour les aider à construire ces maisons de bois, qui avaient donc une pièce unique de 40 mètres carrés, avec en son centre un instrument essentiel, puisque c'était le poêle, chargé aussi bien de permettre le chauffage que la cuisine, et
une ligne idéale passait par ce poêle qui divisait cette surface en 2 espaces occupés par 2 familles avec leurs enfants. Et j'ai donc le souvenir toujours très, très tendre de la famille qui partageait cet espace avec nous, et en particulier de leur petite fille qui avait 1 an de plus que moi et qui, dans ce pays rouge, était rousse. Mon père écrivait tous les jours une lettre en yiddish au camarade Staline pour lui dire que son projet était magnifique, mais que la réalisation présentait quelques défauts. Au bout de quelques mois, il fut convoqué, bien entendu, par l'officier du KGB, qui renversa sur la table le tiroir qui contenait toute cette correspondance ouverte et qui, malheureusement, n'était jamais arrivée au génial camarade Staline. Mon père comprit que